Pensez-y une seconde. Du climatiseur qui nous garde au frais, au four qui cuit parfaitement notre plat, des dizaines d'appareils, tous les jours, doivent savoir quelle température il fait. Ils doivent sentir la chaleur. Mais comment est-ce qu'une machine, un bout de métal et de plastique sans air, peut faire ça? C'est ce langage secret de la chaleur qu'on va décoder ensemble. Voilà notre programme. On va commencer par les bases, juste pour être sûr de parler le même langage. Ensuite, on va plonger dans 4 technologies vraiment fascinantes. Et à la fin, on mettra tout ça côte à côte pour voir comment choisir le bon capteur pour le bon travail. Allez, c'est parti! Alors, entrons dans le vif du sujet. Le vrai défi pour n'importe quel capteur, c'est un problème de traduction. Comment est-ce qu'on prend une information du monde réel, comme la chaleur, et on la transforme en quelque chose qu'un ordinateur ou un circuit électronique peut comprendre, c'est-à-dire un signal électrique? C'est vraiment la question fondamentale. Une machine n'a pas de peau, elle ne peut pas sentir comme nous. Elle a besoin d'un intermédiaire, une sorte d'interprète. Cet interprète, on l'appelle un transducteur, et son job, c'est de convertir la chaleur en un signal électrique mesurable. Et juste pour avoir le bon vocabulaire, la chose qu'on cherche à mesurer, dans notre cas la température, porte un nom technique, le mesurande. C'est donc la grandeur physique que nos capteurs vont observer et, vous l'avez compris, traduire. Bien, notre première technologie, le thermocouple. Le nom a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir, le principe est d'une élégance folle. Tout repose sur un phénomène physique appelé l'effet thermoélectrique. Regardez attentivement ce schéma. C'est là que la magie opère, grâce à ce qu'on appelle l'effet Seebeck. Vous prenez 2 fils de métaux différents, par exemple du fer et du constantin, vous les soudez ensemble à une extrémité. Si vous chauffez cette soudure, eh bien, croyez-le ou non, une petite tension électrique apparaît entre les 2 autres extrémités. Et le plus génial, c'est que la valeur de cette tension est directement liée à la température. C'est simple, c'est ultra robuste et le capteur n'a même pas besoin d'alimentation. Il génère sa propre tension. Et ce qui est vraiment malin, c'est qu'il n'y a pas un seul type de thermocouple. Non, il y a toute une famille, avec des petites lettres pour les différencier. Type K, type G, type E. Chaque lettre correspond à un couple de métaux spécifiques, comme on le voit sur ces courbes. Chacun est optimisé pour des conditions différentes, des températures extrêmes ou une plus grande sensibilité. C'est une vraie boîte à outils. Ce tableau résume assez bien les choses. On voit par exemple que le type J, avec son duo fer-constantin, est parfait pour des températures qu'on va dire modérées. Mais si on doit mesurer la chaleur dans un four qui monte à plus de 1000 degrés, là, on va plutôt prendre un type K. Le choix des métaux, c'est ça qui définit le terrain de jeu du capteur. Ok, on change complètement de méthode. On passe maintenant au détecteur de température à résistance, qu'on appelle plus souvent RTD. Si le thermocouple, c'était un peu le 4x4 robuste et passe-partout, le RTD, c'est la Formule 1 de la précision. Ici, le principe est différent, mais tout aussi simple. On sait que la résistance électrique d'un fil de métal varie quand la température change. L'astuce, c'est de choisir le bon métal. Et le champion incontesté, c'est le platine. Pourquoi? Parce que sa résistance change de manière incroyablement stable, prévisible et linéaire. C'est ça le secret de sa précision. Le plus célèbre, c'est le PT100. Son nom dit tout, PT pour platine, et 100 parce qu'à 0 degré Celsius pile, sa résistance est de 100 ohms. C'est une référence absolue. Et dans la vraie vie, voilà à quoi ça ressemble. On voit tout de suite que ce n'est pas un petit composant fragile. Ces sondes sont blindées, conçues pour survivre dans des usines, des raffineries, tout en continuant à donner des mesures d'une fiabilité à toute épreuve. Le mot d'ordre pour le RTD, c'est vraiment la précision. C'est pour ça qu'on le trouve partout où l'erreur n'est pas permise. On parle de processus chimiques complexes, mais aussi, et c'est encore plus parlant, des couveuses pour les bébés prématurés. Là, 1 degré de différence, ça peut tout changer. La stabilité est vitale. Allez, 3e capteur de notre liste, la thermistance. Son nom, c'est tout simplement la contraction de résistance thermique. Et sa grande spécialité, ce n'est pas forcément la précision extrême, mais sa sensibilité. Elle réagit de façon spectaculaire au moindre petit changement de température. Il y a 2 grandes équipes. D'un côté, les CTN, pour coefficient de température négatif. Pour elles, c'est simple. Plus il fait chaud, plus leur résistance chute. Et de l'autre côté, on a les CTP, coefficient de température positif. C'est tout l'inverse. Plus il fait chaud, plus leur résistance grimpe en flèche. 2 comportements opposés pour 2 types d'usages. Ces 2 graphiques, c'est la preuve par l'image. Regardez la courbe de la CTN à gauche. Ce n'est pas une belle ligne droite comme pour le RTD, c'est une vraie dégringolade. Une toute petite augmentation de température et hop, la résistance s'effondre. La réponse est énorme, très sensible. Et la CTP à droite, elle, a une réaction tout aussi violente, mais dans l'autre sens. Cette sensibilité extrême, c'est parfait pour tout ce qui est contrôle et sécurité.
C'est pour ça qu'on en trouve absolument partout dans nos maisons, dans le thermostat du chauffage, dans les machines à café, le sèche-cheveux, ou pour protéger un moteur en coupant le courant s'il chauffe trop. Elles ne coûtent presque rien et sont hyper efficaces pour réagir à une température précise. On arrive à la dernière étape de notre voyage, la solution la plus moderne, la plus intégrée. Le capteur sur une puce, ou capteur IC pour Integrated Circuit. C'est l'aboutissement de décennies de miniaturisation. L'idée est brillante. Au lieu d'avoir un élément qui capte la chaleur, puis des circuits à côté pour amplifier, filtrer et mettre en forme le signal, on grave tout ça sur une seule et même puce de silicium. C'est le capteur tout en un. Le résultat, un petit composant à 3 pattes, pas cher et ultra simple à intégrer dans n'importe quel montage électronique. Bon, on a fait le tour des 4 concurrents principaux. Maintenant, il est temps de les mettre face à face pour comprendre concrètement quand est-ce qu'on choisit l'un plutôt que l'autre. Ce tableau, c'est vraiment le résumé à retenir. On veut mesurer des températures extrêmes dans un moteur ou un four et on a besoin de quelque chose qui ne casse pas, c'est le thermocouple. On a besoin d'une précision chirurgicale pour un laboratoire ou une usine, le RTD est le roi. On a besoin de détecter un seuil de température pour pas cher dans un appareil de tous les jours, la thermistance est la solution. Et enfin, on a besoin d'une solution simple et rapide à intégrer dans un circuit électronique, le capteur intégré est imbattable. La grande leçon au final, c'est qu'il n'existe pas de meilleur capteur dans l'absolu. Tout est une histoire de compromis. Chaque technologie est un équilibre différent entre la plage de mesure, la précision, la sensibilité, la robustesse et bien sûr le coût. Le bon choix, c'est celui qui correspond parfaitement aux besoins. Et je vais vous laisser avec une petite question pour la route. La prochaine fois que vous entendrez la météo à la radio ou à la télé, demandez-vous, pour mesurer cette température, qui est une donnée critique, avec une grande précision, et dans des conditions extérieures parfois difficiles, d'après tout ce qu'on vient de voir, quel type de capteur serait le plus adapté pour cette mission ?